épaisseur. Ça permet pour les pierres de pouvoir sortir un peu. C'est relatif. Oui, c'est ça. Allez. Bon, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue ce matin pour une discussion qu'on est avec tout le festival dont je suis la voix, qu'on est ravi d'accueillir. Peut-être fermer les fenêtres là, parce qu'on entend les gens à l'extérieur. Voilà, une discussion entre Jean-Yves Joannet qui reçoit un prix au festival. Ensemble de son œuvre, je ne sais pas comment le dire autrement, et Éric Mangion, qui a eu la gentillesse de venir échanger avec Jean-Yves maintenant. Voilà. On est ravis de vous accueillir, merci d'être venu à Perpignan, et puis je vous laisse la parole. Merci. Je commence. Bon, pour ceux qui ne nous connaissent pas, la plupart d'entre vous me connaissent. Je m'appelle Éric Mangion, je travaille à la Villa Arson à Nice, où je suis directeur artistique de cet établissement. Et donc Jean-Yves Joannet, qui est un des artistes, l'un des invités d'honneur de ce festival. Donc rapidement, quand même, je vais rappeler qui est Jean-Yves, multicasque, multifacette, critique d'art, il a travaillé notamment pendant de longues années à Art Presse, où il était rédacteur en chef adjoint, ce qui son nom, auteur de plusieurs romans, auteur de livres sur l'art, notamment l'Idiotie. D'ailleurs, pour information, la plupart de ces livres sont présents à la librairie à l'étage inférieur. Et donc ils sont encore plus proches. Il est, alors sans le sait moins, Jean-Yves est aussi l'auteur de plusieurs films sur l'art et sur des artistes pour Arte. Donc il a travaillé pendant quelques années. Et puis, depuis 2008, depuis septembre 2008, je crois, il est l'auteur d'un vaste projet qui s'appelle l'Encyclopédie des guerres, qui est un cycle, en fait, il y a deux cycles de conférences, un à Pompidou à Paris, avec une conférence tous les mois, et également au Théâtre de la Comédie à Reims, où également l'auteur de conférences sur un cycle comme ça, qui a commencé en septembre 2008, qui normalement n'a pas de date de fin. Donc sur l'Encyclopédie des guerres, on reviendra tout à l'heure. Et alors en discutant et en préparant un peu cette rencontre, dans le cadre de ce festival, qui nous a semblé intéressant, c'est de discuter un petit peu avec Jean-Yves et avec vous évidemment, sur le statut en fait de ce travail sur l'Encyclopédie des guerres, que moi je connais bien, et donc, tu es auteur de ce projet, donc tu es conférencier, on peut estimer, moi j'estime que tu peux être aussi historien tout court, spécialité sur la guerre. Tu es aussi artiste, en l'occurrence sur ce projet. Voilà. Tu disais aussi que tu te considérais comme collectionneur, parce que tu collectionnes des informations, des images au fil du temps. Et voilà, donc c'est la première question à répondre. Comment tu te situes exactement par rapport à toutes ces dénominations? Oui, merci pour cette question, merci à vous d'être là. Oui, c'est une question assez compliquée pour moi, dans le sens où j'ai l'impression que tout ce que j'ai fait dans ma vie a été l'occasion de produire des quiproquos. Ça commence très simplement par le premier livre que je publie, qui s'appelle Des nains des jardins, qui est un livre qui prétendait traiter du kitsch, une notion esthétique très compliquée. Et c'est un livre, par exemple, qu'on retrouvait à la FNAC au rayon jardinerie, jardinage. Et qu'on n'a jamais vu dans les rayons esthétiques des librairies. Voilà. Donc pourquoi pas, mais ça ne s'est pas arrêté là, en fait. J'ai le souvenir que, par exemple, beaucoup plus récent, que l'un des derniers livres que j'ai publié, qui s'appelle Les barrages de sable, qui est une histoire des châteaux de sable, était vraiment mon premier roman. Et c'est le livre pour lequel j'ai reçu
le prix Caillois de l'essai. Pour moi, c'est quelque chose sauf un essai. Voilà, donc ça m'intrigue, hein. Je ne suis ni scandalisé, ni outré par... voilà, c'est simplement que... Et puis, l'encyclopédie des guerres, c'est un petit peu la même chose, dans le sens où, évidemment, que depuis le début, je ne cesse de dire que je ne sais pas ce dont je parle. Je ne suis pas historien, je n'ai pas fait mon service militaire, je ne connais pas les grades de l'armée française, mais je me suis engagé dans une histoire des guerres de manière extrêmement sérieuse, jusqu'à accepter l'idée que ça va recouvrir ce qu'il reste de temps à vivre. Donc c'est vraiment le projet d'une vie. Et mais évidemment que cette chose-là ne peut pas être prise très au sérieux, dans le sens où quand vous allez à une conférence d'un spécialiste de la DS Citroën ou des tapis persans, ce monsieur est vraiment, ou cette dame sont vraiment spécialistes du sujet. Moi, je ne sais rien de la guerre, je ne suis pas reporter de guerre, je ne suis pas historien, je n'ai aucune légitimité. Alors, la chose très étrange, c'est ce que je disais à Sandra ce matin, c'est comment, il y a 3 ans, je reçois un message d'un amiral, qui s'appelle l'amiral Sarad, qui dirige un institut qui s'appelle l'Institut des hautes études en défense nationale, l'IHEDN, qui dépend du Premier ministre, à l'école de guerre. Et je suis convoqué par l'amiral Sarad, qui me demande si j'accepterais de donner des cours de littérature de guerre aux officiers. J'ai dû expliquer à ce monsieur très gentiment que c'était pas possible, voilà, que l'histoire des nains de jardin me poursuivait. Je ne suis pas ce qu'on pense que je suis, quoi. Voilà. Donc, à partir de là, c'est vrai que je sais pas trop ce que je fais. Enfin, moi, je sais ce que j'ai envie de faire, mais apparemment, les gens ne voient pas ça. Voilà, si j'écrivais des poèmes, je pense que les gens prennent ça pour des recettes de cuisine, ou je sais pas, il y a un truc un peu bizarre qui fait que ça a fini d'ailleurs par me faire douter de moi, dans le sens où j'ai remarqué très très récemment que je répétais souvent 2 fois les mêmes choses quand je parlais aux gens. J'ai toujours peur de ne pas être compris. Voilà. Donc, et le fait est que personne ne comprend rien à ce que je fais. Voilà. Non, je pense que les gens comprennent quand même globalement ce que tu fais, mais effectivement, c'est vrai qu'on a du mal à définir, comme on lit dans la presse, effectivement, les gens, on sent un embarras à définir ton statut, en fait. Mais la question, la première, est-ce que c'est un livre, c'est une encyclopédie, sans aucune volonté de publier quelque chose? Ça, c'est important. Donc, tu es un écrivain, enfin, pour l'encyclopédie des guerres, tu es un écrivain de l'oralité, en fait. Oui, alors là, je vais répondre par un aspect très anecdotique qui concerne l'AGESA. Donc moi, je suis auteur, a priori, et je suis rémunéré en droit d'auteur. Donc j'ai un compte AGESA. Et par exemple, depuis les débuts de l'encyclopédie des guerres, je reçois, et là c'était la semaine dernière, un courrier de l'AGESA qui inlassablement m'explique que je ne peux pas être titulaire d'un compte AGESA parce que ce que je donne, ce sont des conférences. Et donc je dois me rendre dans les bureaux de l'AGESA chaque année pour expliquer, pour montrer la presse, oui, ça prend la forme de conférences, mais c'est un projet littéraire, c'est un projet d'écriture, entre guillemets, même s'il n'y a pas de publication en vue. Et donc ils me disent, mais s'il n'y a pas de publication, ce n'est pas un projet littéraire. Donc encore une fois, là je m'appuie sur la presse, et à chaque fois ils me disent, oui d'accord, ok, mais je sais que au mois de mai, dans un an, je vais recevoir un courrier de l'AGESA en me disant mais non, vous ne pouvez pas être... Voilà. C'est, du point de vue administratif, le même écho d'incompréhension. Moi, ça m'ennuie parce que je sais très bien ce que je fais, mais ça n'a pas de nom, en fin de compte. Ça n'a pas de nom parce que, a priori, ce qui ne relève pas d'un destin éditorial n'est pas de la littérature. Moi, je suis persuadé que oui, c'est-à-dire que le modèle, évidemment, pour moi, c'est l'Iliade, et puis c'est surtout l'Énéide, en fait. Et cette idée qu'en effet, il ait pu exister une tradition littéraire qui soit strictement orale, qui se contente, entre guillemets, de n'être que de la parole, est quelque chose qui me touche énormément et qui me convient. Sauf que, voilà, c'est toujours la question qu'on me pose. Quand est-ce qu'il y aura un livre sur l'encyclopédie des guerres? Et d'abord, ce livre, c'est pas tellement que je le désire pas, c'est qu'il n'est pas possible. Il est pas possible parce qu'il me faut encore 15 ans avant d'arriver à Zouave. Et que voilà, il faudra là peut-être m'attabler, mais je serai trop âgé déjà, et puis je serai peut-être passé à autre chose. Donc c'est un livre inimaginable, il me semble. Mais il pourrait être réalisable, faisable, si c'est en plusieurs parties, comme l'encyclopédie en fait. Oui.
Oui, mais alors, juste un mot pour répondre à ta question sur, non pas tant ce qu'est l'encyclopédie des guerres à mes yeux, mais la manière dont l'entreprise fonctionne. C'est une espèce de vaste brouillon. C'est-à-dire que le grand bonheur de l'encyclopédie des guerres, c'est de pouvoir revenir d'une conférence à l'autre, ou d'un mois à l'autre, ou d'une année sur l'autre, sur quelque chose qui a pu être dit et que je pourrais contredire. C'est-à-dire que je peux, d'une fois sur l'autre, dire « mais ce que j'ai dit la dernière fois, d'abord je l'ai inventé, c'était faux, ou c'était erroné, je préfère une autre version dont j'ai rêvé cette nuit ». Et cette espèce de grand brouillon a cette faculté formidable de ne jamais se fixer par définition. Or, c'est la chose la plus... c'est pas terrible, mais c'est toujours un peu triste, l'idée de finir un livre, l'idée de le boucler, l'idée de... Voilà, il va circuler sous cette forme de manière... voilà, avec ses tares, ses défauts, quelques-unes de ses vertus, certes, mais en tout cas, l'encyclopédie des guerres, elle est formidable à vivre pour moi, en tout cas, parce que ce grand brouillon, bien, il est remanié, et pas simplement au moment des conférences, mais j'y pense tout le temps, à des choses que j'ai pu dire, en disant, mais là, ça c'était bien, cette idée-là. Et puis surtout, pour finir sur l'encyclopédie des guerres, elle a pour moi comme qualité d'être comme une espèce de carrière, de mine, je sais pas, un filon en tout cas, dont j'extrais de manière toujours très accidentelle des mots, des expressions, des situations dont je me dis « ah, là, il y a peut-être matière à livre ». C'est pour dire que je ne dis pas que le livre n'existe plus dans ma vie, c'est pas du tout ça, mais... Et par exemple, je peux donner un exemple tout bête. Je ne sais pas si Jean-Michel était là à l'entrée Cadonnette. Je ne sais pas si tu te rappelles l'entrée Cadonnette. Voilà. C'est une entrée qui m'a beaucoup plu. Il y a des entrées qui me déplaisent, il y a des entrées qui m'indiffèrent. Mais l'entrée Cadonnette, peut-être vous avez vu, le film s'appelle Les Duellistes. C'est hussards napoléoniens qui portent les cadonnettes. Les cadonnettes, ce sont ces espèces de petites tresses qui pendent le long de la tempe des hussards jusqu'à la fin de l'Empire, mais qui datent de l'Ancien Régime. Et il y a justement un monsieur qui s'appelle de la Porterie, qui dirigeait la cavalerie sous l'Ancien Régime, juste avant le début de l'Empire, et qui écrit un texte sur l'état de la cavalerie, et il dit « Beaucoup de gens en haut lieu se préoccupent du temps passé par les hussards à se tresser entre eux des cadonnettes au casernement. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire, enfin je ne sais pas ce que ça veut dire que soudain j'ai imaginé ces hussards, ces espèces de rustaux comme ça, ces espèces de branleurs de l'armée qui, avant la bataille, entre eux se tressaient leurs cadonnettes. Et les cadonnettes avaient des vertus décoratives, comme des boules de Noël sur un sapin de Noël, mais surtout avaient des vertus protectrices, dans le sens où les cadonnettes qui pendaient le long de la carotide protégeaient, lors des contacts rapprochés, des coups de sabre. Parce que tressées très serrées, justement, elles pouvaient amortir un coup de sabre porté sur le cou. Et donc, l'entrée Cadonnette était pour moi l'occasion non pas de choses passionnantes à dire, mais m'a suggéré une infinité de situations qu'on ne voit jamais dans les films de guerre. À quoi penser des hussards entre eux, dans les chambres de leur caserne, la veille d'une bataille, en train de se tresser entre eux leurs cadonnettes, entre hommes, comme ça. Est-ce qu'ils se parlaient? Est-ce qu'ils priaient? Est-ce qu'ils racontaient des grivoiseries? Est-ce qu'il y avait un caractère, j'allais dire religieux, non, mais superstitieux dans cette pratique de ces hommes se tressant entre eux leurs cheveux? Voilà, je n'ai rien à en dire, simplement je sais que je désire, depuis le temps de cette entrée, je désire un livre. Je rêve d'un livre qui traitait de cela. Des hussards en 1809, en 1810, avant la bataille d'Eylau, avant la bataille... Voilà, en train de se tresser des cadonnettes. Voilà, mais sûrement que ce livre, je ne l'écrirai jamais. Et puis, pour être plus précis, je dirais que si j'étais réalisateur, et c'est plutôt ça dont je rêve, ce sont un ensemble de scènes que j'aimerais pouvoir filmer. Alors, ces scènes, elles sont tout à fait décousues, elles sont disparates, elles sont anachroniques, mais il y a, je dirais, une quinzaine de petits moments de guerre dont je m'étonne qu'aucun réalisateur n'ait désiré leur donner vie.
Un exemple tout bête, Apollinaire avait un ami qui s'appelait Alise, je crois. Alise est mort en 1914-1915, et Apollinaire en parle. Il dit qu'il était tellement bel homme qu'il n'avait pas peur de la mort, mais d'être défiguré en se battant. Et qu'il avait chargé, il était lieutenant, son revolver à la main droite, et tenant de la main gauche une pierre plate qu'il avait trouvée pour se couvrir le visage. En fait, il était mort d'une balle dans le cœur en chargeant, et cette scène-là, d'un homme d'une trentaine d'années, qui se trouve beau et qui l'était sûrement, qui charge une pierre plate tenue devant le visage pour ne pas être défiguré, voilà, ben, ça m'étonne beaucoup, ça m'enchante, ça me perturbe, et j'aimerais voir ça. Voilà. Donc l'encyclopédie des guerres, c'est par le récit, essayer de, pour moi-même, de faire exister des scènes de bataille, qu'on ne voit pas, qui ne sont pas vues. Et je m'étonne que ça ne soit pas montré, ou peint, ou filmé, ou... Voilà. Donc pour rester dans le domaine des entrées, justement, ces entrées comme Cadonnette ou d'autres, comment elles arrivent, en fait, comment elles se forment? Les entrées, en fait, je ne les cherche pas. Le protocole, c'est toujours le même, c'est que je lis des livres. Je lis des livres de guerre qui traitent de tous les aspects de toutes les guerres, de l'Iliade au 6 août 1945. Et donc, il y a des bons livres, il y a des mauvais livres, il y a des livres de poésie, il y a des pièces de Shakespeare, enfin, il y a plein de choses, il y a des poèmes de Melville, il y a des romans de Giono, il y a des livres techniques, il y a des livres d'histoire, il y a des monographies sur une bataille, il y a un livre sur... voilà, c'est tout ce qui concerne les aspects des guerres, des conflits. Donc je devrais venir des conflits, des batailles. C'est pas une encyclopédie... En fait, ça devrait s'appeler l'encyclopédie des batailles, et pas des guerres, mais bon. Et je tombe sur un mot, je sais pas, chez Grossman, je me rappelle être tombé sur le mot aniline, par exemple, une explosion au goût d'aniline sur la steppe. Je sais pas ce que c'était aniline. Je m'arrête sur des mots que je ne comprends pas en général. Parce qu'ils sont techniques, ou parce que je vois pas leur rapport avec la guerre, ou parce que je les trouve beaux, ou parce que je les trouve effrayants. Et puis, et je décide d'en faire une entrée. Alors il y a des entrées évidentes, il y a une entrée baïonnette, il y a une entrée fumier, une entrée maman, parce que paraît-il les soldats en mourant disent maman, mais on ne sait pas, enfin, je ne sais pas, j'ai jamais vu de soldat dire maman en mourant, en fait, parce que j'ai pas vu de soldat mourir, tout simplement. Et puis je collectionne, donc ça c'est la collection, je collectionne toutes ces entrées et je les rentre dans mon encyclopédie. Donc ça c'est l'aspect le plus bête, c'est Bouvard et Pécuchet en fait. C'est Bouvard et Pécuchet qui collectionne. Alors, je dis Bouvard et Pécuchet parce que l'un des points de départ, c'est que... Parce que je crois que Bouvard et Pécuchet de Flaubert a été à l'initiative de tout ce que j'ai fait dans ma vie depuis que je connais ce livre de Flaubert. Et que la chose bizarre dans Bouvard et Pécuchet, c'est que Bouvard et Pécuchet s'intéressent à toutes les techniques, à toutes les sciences, de la géologie, à la poésie, à l'amour, à l'arboriculture, voilà. Mais ils ne s'intéressent pas à la guerre, à la polémologie. Alors il y a deux hypothèses. D'abord, Flaubert il meurt en 1881, donc il laisse inachevé Bouvard et Pécuchet. Peut-être a-t-il rêvé d'un chapitre consacré à la polémologie, ce que je ne crois pas. L'autre hypothèse, c'est qu'il a écrit Salammbô. Et Salammbô, il a passé 7 ans à écrire cette grosse machine inspirée de Tite-Livre, et qu'il en a soupé, je pense, des références à la tactique romaine, à la tactique carthaginoise, aux harnachements, à la description des uniformes et des armes, et qu'il n'a pas envie d'y retourner, voilà. Alors, et moi ça me chagrine parce que j'aurais aimé que Bouvard et Pécuchet s'intéresse à la polémologie. Et l'encyclopédie des guerres, en tant que telle, c'est, sous sa forme, la forme que j'invente moi, c'est le chapitre qui manque à Bouvard et Pécuchet. C'est-à-dire que il y a Bouvard, Pécuchet et Joinet, voilà. Et c'est vrai que cette chose qui peut être étrange, dite comme ça, assez naïvement, mais je me prends vraiment pour un personnage de roman. Je ne me prends pas pour un auteur, pour un écrivain, pour un conférencier. Quand je fais l'encyclopédie des guerres, je suis un personnage de Flaubert, en fin de compte. Et parce que je fonctionne comme Bouvard et Pécuchet, je constitue ma bibliothèque de guerre, comme eux ont constitué leur bibliothèque de géologie, d'arboriculture, ou de médecine, Donc je constitue ma bibliothèque, je la consulte tout aussi naïvement que eux consultaient leur bibliothèque. Donc encore une fois, je ne comprends pas tout. Par exemple, il y a des pans entiers de livres que je lis et que je ne saisis pas, et que je trouve très beaux. C'est par exemple quand vous avez
un livre sur la bataille de Kursk ou un livre sur la bataille de Cannes, qui était un grand succès carthaginois. J'adore lire les compositions des corps d'armée. J'adore ça. Vous avez par exemple la bataille de Stalingrad, 3e division blindée, 3 régiments d'équipement du train. Je comprends rien, mais j'adore ces litanies-là. Enfin, je trouve ça très très poétique. Et ça a entraîné d'ailleurs la constitution d'une entrée absolument absurde dans l'encyclopédie des guerres, ça s'appelle tout simplement inventaire. Et donc inventaire, c'est une liste de listes, c'est une liste de... Voilà, il y a par exemple une chose très belle dans inventaire. Alors, juste je fais une parenthèse, ce qui est bien, c'est quand vous n'êtes pas l'auteur, mais simplement le compilateur d'une entreprise, vous pouvez vous permettre de dire que c'est beau. C'est pas moi. Vous pouvez être orgueilleux et très modeste en même temps. C'est très confortable. Donc quelque chose de très très beau dans Inventaire, c'est dans le livre de Bernal Diaz de Castillo, qui était un des capitaines de Cortés, qui a entraîné la chute de l'Empire Inca. Et il y a à la fin de son ouvrage, dont la première traduction en français est due à Heredia, une liste absolument incroyable de tous les combattants, de tous les soldats et cavaliers qui ont combattu aux côtés de Cortés, leur nom, leur prénom, leur origine, leur capacité au combat. Mais il y a aussi, juste après, la liste de tous les chevaux et juments qui ont combattu. Voilà, donc ça c'est des listes que je trouve absolument magnifiques, mais je ne sais pas trop expliquer pourquoi. Voilà. Il y a aussi des mentions dans la recherche dans l'encyclopédie des guerres qui ont une relation à l'autre, qui passe évidemment par le principe même des conférences, mais aussi par le fait que ces conférences se prolongent dans un bistrot à côté de Pompidou, où là il y a énormément de discussions avec toutes les personnes, enfin une partie des personnes qui ont participé à la conférence, mais aussi par un principe que tu as mis en place, je crois presque dès l'origine de l'encyclopédie des guerres, c'est la bibliothèque des guerres, que tu actives régulièrement selon les occasions, où tu échanges ta propre bibliothèque sur l'art, si c'est bien ça, avec des livres de guerre les personnes que tu rencontres. Comment est née cette idée et qu'est-ce qu'elle apporte concrètement dans ta recherche? Alors, la manière dont ça commence, c'est que très rapidement, la première conférence a lieu à Beaubourg en septembre 2008. Très honnêtement, je pensais qu'il y en aurait 1, 2 ou 3 maximum, et encore devant une salle vide. Et le miracle, c'est que ça dure et que les gens sont là, donc c'est quelque chose de très très étonnant pour moi. Et très rapidement, des gens m'amènent des livres. Mais ils ne m'amènent pas que des livres, ils m'amènent des objets. Ils m'amènent des journaux de grands-pères, grands-pères qui ont fait la guerre ou une des guerres. Et que moi, j'ai toujours un problème avec les cadeaux, j'ai toujours l'impression de ne pas les mériter, donc je refusais ces choses qui étaient présentées comme des cadeaux. Et j'ai l'idée très vite de les accepter, mais selon un protocole d'échange. C'est-à-dire que j'ai une bibliothèque comme tout le monde, une bibliothèque de livres d'art, ayant été critique d'art, d'esthétique, de romans, bien sûr, de poésie, de philosophie. Et comme j'ai décidé de consacrer le reste de ma vie à l'encyclopédie des guerres, je sais très bien que je n'aurai plus l'usage de ces objets-là. Et donc j'accepte très facilement de les échanger lors de... Alors toi, tu avais vu à Toulouse, il y a eu 3-4 occurrences comme ça de lieux qui m'ont invité à échanger ma bibliothèque contre des livres de guerre. Et ça, c'est très étonnant parce que c'est surtout des femmes. En fait, il y a beaucoup de femmes qui échangent des livres de guerre. Ce sont des veuves. Ça, j'ai remarqué ça à Toulouse. Des femmes qui ont vécu avec la collection de livres de guerre de leur mari toute leur vie. Ça les a barbées toute leur vie. Et puis, une fois morts, elles ont l'occasion de se débarrasser des livres sur Verdun, sur Dien Bien Phu, sur... voilà, parce que ça... Et puis, d'échanger ça contre des livres d'art ou des romans. Donc, je me rappelle que la dernière fois où j'ai fait ça, c'était assez joli, c'était une librairie dans le 20e à Paris, qui s'appelle La Fabrique, non, l'Atelier. Et c'était un jour de marché, moi je passais tous les week-ends avec ma petite bibliothèque personnelle, et il y a une femme d'un certain âge qui vient avec son caddie de course, rempli de livres sur Verdun. Et bon, j'en avais une certaine partie, mais je les ai tous pris, parce qu'il y a aussi les livres que je ne prends pas. Parce qu'il y a les livres les gens m'amènent des livres sur l'Algérie. Moi, je m'arrête à 45. Et
mais c'est toujours désolant de refuser des livres qu'on vous amène, parce que les gens ont fait l'effort de sortir avec des... Bon, voilà, donc en général, j'accepte. Et cette femme avait une trentaine de livres sur Verdun, dont certains passionnants, et je lui ai dit, un peu trop sûr de moi, je suis sûr que vous n'avez pas lu. Je suis sûr que c'est les livres de votre mari. Et elle me dit, oui, en effet, c'est de mon mari, mais ceux-là, je les ai lus. Parce qu'elle était originaire de Verdun. C'est un aspect de l'histoire nationale qui l'intéressait, elle. Mais c'est un peu exceptionnel. En général, ce sont des livres qu'elle n'aime pas, dont elle se débarrasse, comme ça. Et en fait, c'est toujours des discussions assez passionnantes. Pas toujours, mais parfois, les motivations de ces échanges est très intrigant. Il y a des gens qui sont un peu fétichistes, parce que j'ai des tampons spécifiques. J'ai fait des tampons pour les livres qui rentrent dans ma bibliothèque de guerre, les livres qui sortent de ma bibliothèque personnelle. Et il y a des gens qui collectionnent les tampons, il y a des gens qui vont acheter des livres exprès pour venir m'échanger des livres, il y a des gens qui abusent un peu, parce que le principe c'est que c'est un livre contre un livre, quelle que soit la valeur. Donc parfois je me suis fait un peu entuber. Voilà. Je me rappelle le truc le plus... il y a un type qui m'amène en poche, en folio, le premier volume, c'est quoi, le Autant emporte le vent. Voilà. Bon, oui, il y a quelques... Oui, c'est la guerre de sécession, d'accord, mais c'est le premier volume des paris, un peu pourri, et le type me prend un catalogue sur César, un catalogue sublime. Bon, voilà, le principe c'est ça, voilà, j'ai rien à redire, c'est moi qui avais établi les règles. Et puis par ailleurs, il faut être honnête, ça s'est aussi passé dans l'autre sens. J'ai reçu aussi des livres absolument inouïs, sans prix, d'une certaine manière, et puis contre des livres dont j'étais très content de me séparer. Juste préciser une chose, quant à ces échanges de livres, je mets toujours dans la bibliothèque que je propose à l'échange des livres de moi en tant qu'auteur. Ça a une importance à mes yeux et aux yeux des gens qui viennent échanger, dans le sens où c'est pas du tout un vide-grenier. C'est pas des livres dont je me débarrasse. La plupart de ces livres ont une importance à mes yeux, et j'en veux pour preuve le fait que je sois tout à fait malheureusement débarrassé aujourd'hui de tout livre de Joris Karl Huysmans, qui est mon auteur préféré, et je n'en ai plus à la maison. Voilà. Donc, enfin bon, ça se rachète des livres. Alors, une autre dimension de cette recherche, immense recherche d'encyclopédie des guerres, c'est ce travail d'artiste plasticien que tu réalises à travers les entrées, justement, tu collectionnes au fur et à mesure, tu en fais des véritables petites fiches que tu as exposées 2 fois, et un travail très étonnant, très enfantin quelque part, ce travail de collage que tu réalises toi-même. Est-ce que tu peux nous en parler, et comment est née cette idée de fabriquer quand même des objets? Ben, là, il y a 2 choses que je pourrais dire. D'abord, tu as dit, je crois, tu as parlé du caractère enfantin de l'entreprise. C'est d'autant plus vrai qu'il y a 3 ans, ma mère a retrouvé dans le garage une chose que j'avais entrepris de faire lorsque j'avais 12-13 ans. Et cette chose-là était un livre d'histoire. C'est-à-dire que j'avais, et je m'en suis souvenu au moment où j'ai vu l'objet, j'avais retrouvé dans des greniers, dans la famille, des ouvrages scolaires, voilà, nos ancêtres les Gaulois, la Renaissance, voilà, ces ouvrages d'école, du primaire, du secondaire, et j'avais entrepris de découper ces chapitres et leurs images et de composer un livre d'histoire. Par ailleurs, j'avais entrepris aussi de l'illustrer par des images qui venaient d'un corpus journalistique assez pourri, parce que je ne trouvais à la maison que Télé 7 jours. Et il y avait le Pèlerin Magazine aussi, ma grand-mère a le Pèlerin Magazine, mais il suffisait qu'il y ait, par exemple, ils annonçaient un programme télé sur la bataille de Midway, ou sur, voilà, et puis il y a des petites images que je découpais, et que je collais dans mon livre d'histoire. Donc déjà, à 12-13 ans, j'avais entrepris quelque chose, un livre d'histoire composite, composé de montage, de collage, et ça m'a beaucoup surpris de retomber là-dessus, parce que je me suis dit, ma vie professionnelle, en fait, a été ce qu'elle a été, c'est-à-dire j'ai fait des choses, et puis ça s'est refermé, et j'ai repris de manière très très inconsciente et très innocente un projet que j'avais laissé en vrac quand j'avais 13 ans, en fin de compte, avec des techniques et des méthodes qui sont les mêmes, en fin de compte, parce que je ne suis pas très ordinateur, je ne suis pas très... donc c'est du bricolage. Donc, en effet, c'est la continuation d'un projet enfantin,
c'est pas que je le revendique, que je le constate. Et puis, quant à la question des collages, c'est que dans l'Encyclopédie des guerres, il y a beaucoup de choses qui sont inventées, enfin beaucoup de choses, il y a des gros morceaux de fiction, comme il y a des gros morceaux de fruits dans certains yaourts, c'est pas, ça reste du yaourt ou ça reste un... Bon, voilà, et parmi ces choses inventées, il y a une iconographie dont j'ai rêvé très tôt, qui est censée illustrer une entrée qui s'appelle Histoire naturelle, à laquelle je ne suis pas encore arrivé, parce que c'est naturel histoire, et donc c'est dans un an, j'y arriverai à peu près. Et j'avais imaginé que mon grand-père paternel, Jean Joannet, celui qui meurt en 1945, et c'est pour ça que l'Encyclopédie des guerres s'arrête en 1945, à la mort de ce grand-père, avait, pour moi, imaginons qu'un jour il aura un petit enfant, constitué un album d'images où il avait imaginé classer tous les matériels de guerre, les chars, les sous-marins, les canons, comme des espèces animales. Donc s'inspirant de la classification imaginée par Carl von Linné, il avait trouvé l'appellation binomale en latin de tel char, de tel... Et donc ce sont des espèces de planches qui s'apparentent à des planches d'albums zoologiques du 19e siècle, ou tapées avec une machine polonaise du 20e siècle, des années 20, mon grand-père aurait, un peu à la Buffon, décrit la vie, les périodes de nidification et les modes de reproduction de tels blindés. Voilà, donc j'ai adoré faire ça, mais je trouvais ça très laid. Et puis un jour, il y a un ami qui s'appelle Alain Duplex qui est venu dans mon atelier, il m'a dit « mais on s'en fout de savoir si c'est beau ou c'est pas beau, c'est ton boulot, et on va le montrer, on va l'encadrer ». Et c'est devenu soudain très beau à mes yeux, voilà. Et ben voilà, le point de départ, c'est en tout cas imaginer une illustration pour cette entrée qui va venir dans 2 ans. Et puis ça a proliféré, voilà. J'ai aimé faire ça et continuer là. Non, j'ai arrêté. Définitivement. Bah, je sais pas, oui, c'est un peu... Ouais, il faudrait s'y remettre, mais c'est un peu compliqué. Ouais. Non, j'ai arrêté. Puis il y a une autre dimension aussi dans l'Encyclopédie des guerres, c'est les romans qui ne font pas réellement partie de l'Encyclopédie des guerres, mais que moi j'analyse comme des extractions en fait, à partir de sujets, d'entrées, et que tu développes comme un roman aussi récompensé comme des essais, que tu peux en parler un petit peu, et notamment un qui m'a particulièrement embarqué, c'est l'usage des ruines. Quel est son sujet et comment il s'est construit en fait ce roman? Alors, en fait, pour être honnête, je dirais que c'est le seul livre que j'aime. L'usage des ruines est un livre que je respecte beaucoup. Alors, il est de moi, c'est un peu bizarre, mais je veux dire par là qu'il m'intimide. Il m'intimide et je trouve qu'il a quelque chose que je n'ai jamais pu faire à un autre moment de ma vie. C'est-à-dire qu'il a tout du monumental. C'est peut-être par là où il peut pêcher. Mais je le trouve assez irréprochable du point de vue de la tonalité, de la consistance, de la matière, du souffle, qui est épique quasiment, sans l'être vraiment. Il est, je sais pas, c'est un livre qui me plaît beaucoup. Alors, si je dis ça, c'est pas pour mettre les autres à la poubelle, mais néanmoins, il y a quelque chose qui me fascine en littérature, ou dans l'art en général. J'ai toujours rêvé que l'art soit, que les artistes n'aient pas le choix de produire autre chose qu'une seule œuvre. C'est-à-dire que la vie de l'artiste serait un temps où il réfléchirait à l'objet unique qu'il désirait laisser. C'est pour ça, je crois, que j'aime La Recherche du temps perdu, parce que c'est La Recherche du temps perdu et parce que c'est un roman, c'est le roman d'une vie. Alors qu'on épuise un peu nos vies à faire plein de petites choses, plus ou moins formidables, plus ou moins... Voilà, et des fois je me dis, j'aurais bien aimé avoir la patience d'attendre et de dire à la fin de ma vie, voilà, je rêve d'un livre et c'est celui-ci que je laisse. Et il n'y en aura pas 2, 3 ou 4, et c'est l'usage des ruines. Voilà, donc pour moi, l'usage des ruines, il a ce statut-là. Encore une fois, je ne rêve pas que les autres disparaissent, encore que, franchement, par exemple, des Nains des Jardins, je m'en serais bien passé. Mais ça, c'est souvent le cas des premiers livres. Enfin, voilà, c'est pas...
c'est pas une pause, on se comprend. Enfin voilà, et puis voilà, je me sens pas capable, je pense que je serais incapable de refaire un livre, parce que j'en rêve parfois, je me dis mais pourquoi il n'y aurait pas une suite? Ce sont une série de portraits. C'est une série de portraits, l'usage des ruines, d'hommes confrontés au spectacle des ruines. Et j'aurais aimé, comme l'encyclopédie des Guerres, que ce soit une entreprise infinie, pour le coup. De la même manière qu'on en veut beaucoup à Proust d'être mort si jeune, malade, et que son livre ne soit pas infini, c'est pénible. Qu'un jour on doit refermer la recherche et que ce soit clos définitivement, c'est pas possible qu'il nous ait fait une chose pareille, quoi. Donc voilà, rêver d'œuvres infinies, ça me plaît bien. Et peut-être je pourrais me dire, en effet, je pourrais essayer jusqu'à la fin de mes jours, reprendre ce principe-là et continuer la galerie de portraits de l'usage des ruines, en changeant le titre, parce qu'il y a une chose que je n'aime pas dans ce livre, c'est son titre, qui n'est pas une idée à moi. Ça devait s'appeler Obsidional, tout court, et j'adorais ça. Et puis l'éditeur m'a dit, on ne comprend pas. Donc l'usage des ruines, oui, on comprend, encore que nous, on ne comprend pas, parce que moi, je ne sais pas ce que ça veut dire, l'usage des ruines, oui, c'est l'usage du monde, c'est un clin d'œil à un livre qui a marché, enfin, c'est racoleur, et c'est con, quoi. Mais voilà. Donc oui, il y a un problème, c'est le titre. Mais à part ça... Autre question, nous sommes à Perpignan, très proche de Barcelone, géographiquement et évidemment culturellement. Et j'aimerais bien que tu évoques ta relation très spécifique, très spéciale que tu as depuis maintenant de longues années avec Enrique Villamatas, et avec qui tu as partagé des expériences littéraires étonnantes. Oui, alors ça c'est compliqué aussi parce que je ne sais pas trop, je ne sais pas si je suis mieux placé pour expliquer cette relation qui n'existe que littérairement justement, puisque c'est quelqu'un que je n'ai jamais physiquement rencontré. Pour le coup, Enrique Villamatas, ça commence pour moi avec un livre qui s'appelle, je ne me rappelle jamais, c'est Petit abrégé littérature portative, qui est peut-être le premier traduit par Bourgois en France, il me semble, qui est un livre que j'adore. Et puis j'écris quelques temps après Artiste sans œuvre. Et puis s'engage une espèce de correspondance où on invente des écrivains, tous les deux. Alors ça, Nicolas le sait très bien parce que dans Artiste sans œuvre, il y a un passage qui s'appelle Félicien Marbeuf, qui est un écrivain imaginaire dont j'ai écrit l'intégralité de la correspondance avec Marcel Proust, c'est-à-dire 76 lettres de Proust à Marbeuf et de Marbeuf à Proust. Et je dis que Nicolas connaît très bien cette histoire parce que c'est l'époque où on se rencontre à la fac de Poitiers, au sein de cette société perpendiculaire qu'on avait fondée ensemble, qu'on invente à l'époque, et je crois que c'était pour la radio, tout le monde faisait la radio libre, et on avait une chronique consacrée à nos grands écrivains, à notre panthéon littéraire. On avait inventé, je ne sais pas si ça s'appelait Zbigniew ou Witold, c'est Zoltan Glovszewski, mais Félicien Marbeuf aussi, qui à l'époque, je dois le préciser, était un auteur contemporain de la guerre d'Espagne, puisqu'il avait fait la guerre avec Hemingway, Kessel en Catalogne, justement. Et puis c'est après que j'ai changé d'époque. En fait, Marbeuf est devenu contemporain de Proust. Je ne sais pas pourquoi, je l'ai déplacé comme ça. Bon, maintenant, il est fixé, il est mort en 1924, je crois, né en 1852, mais ce n'était pas sa première biographie. Voilà, c'est sa deuxième biographie. Donc les inventions d'écrivains, oui, c'est quelque chose qui date de notre adolescence. Et je dis ça parce que, à 3 reprises dans ses livres, Enrique Villamatas cite Félicien Marbeuf comme un auteur important, parce qu'il est, incontestablement. Et donc, en fait, ce qui est assez beau dans cette histoire, c'est qu'on ne s'est jamais rencontrés physiquement, alors que la plupart des gens pensent qu'on passe nos vacances au camping des Flots Bleus. Voilà. Et là, j'étais invité à Barcelone, en effet, pour un festival de littérature, où il ne pouvait être là parce qu'il était à Paris, et il a demandé à ce que ce soit moi qui fasse la conférence inaugurale du festival à sa place. Et tandis que lui était à Paris, où les gens lui demandaient « mais est-ce que vous connaissez Jean-Yves Jouanet ?» Voilà. Donc ce que je veux dire par là, c'est pas grand-chose, c'est simplement que Félicien Marbeuf, pour moi, est à l'égal de Enrique Villamatas, un personnage littéraire. C'est-à-dire que il y a le fait que je pense que j'ai peur de décevoir, parce que c'est quelqu'un de tellement immense à mes yeux qu'on n'a pas envie de gâcher comme ça des
relations inespérées. Voilà, donc ça me va très bien. Et puis surtout, ce que je dis, c'est que Enrique Falmata est un personnage littéraire comme Marbeuf, comme Flaubert, comme des écrivains qui comptent pour moi, comme Conrad, comme voilà. Et c'est vrai que ça serait super sympa un jour de passer une soirée, mais j'en suis pas sûr, ça me fait très peur en fin de compte. Donc c'est parfait comme ça. Toujours pour continuer sur l'encyclopédie des guerres, là tu travailles sur un projet assez important qui s'appelle Moab, Mother of All Battles, et donc voilà, qui parle réellement des batailles en fait, comme tu l'évoquais tout à l'heure au début de la conférence. Donc est-ce que tu peux juste définir ce que c'est en termes de recherche, mais aussi ce que ça va donner, puisque ça va être l'objet d'un spectacle fin septembre aux Invalides. Donc là, c'est encore une nouvelle étape dans l'encyclopédie des guerres avec la dimension du spectacle vivant, en fait. Avec une tournée dans les Zéniths, avec une tournée des plages après, tout le littoral atlantique. On finit là-dessus parce qu'il fait chaud. Hein, on va... Non, regarder. Ah d'accord. Moab, peut-être vous avez entendu ce nom-là récemment, puisque c'est le nom de la bombe que les Américains ont utilisé en Afghanistan. Moab, c'est Mother of All the Bombs, la mère de toutes les bombes, qui est un acronyme qui désigne dans l'arsenal militaire américain depuis les années 50 la plus grosse bombe non nucléaire. Hein. C'est un acronyme dont je me suis emparé parce que je le trouve très intriguant. Moi, ça veut dire la mère de toutes les batailles. C'est le titre d'une espèce d'épopée ou de chanson de geste qui est composée de 22 chants et que j'ai passé 2 ans et demi à écrire. Ces 22 chants sont les 22 moments d'une seule et même bataille. Le moment du choc, le moment des drapeaux, le moment des odeurs, le moment des larmes, le moment des... Voilà, c'est des moments ou des thèmes. Et ça décrit une seule et même bataille sur une journée, et ce texte est composé de 20 000 fragments, 20 000 phrases ou bouts de phrases, extraites de tels moments de Tip-Live, des mémoires de Churchill, d'historiens, quels qu'ils soient, de toutes les époques, de livres de stratégie chinoise ou japonaise, de Clausewitz et de Sun Tse, et d'une phrase de Pascal Quignard qui passe par là, je ne sais pas pourquoi, ou la première phrase de Tombeau pour 500 000 soldats de Guyotat, qui est « La guerre couvrait Ecbatane », qui est la première phrase du premier chant de Moab. Moab me plaît aussi comme nom parce que ça renvoie aux origines bibliques de ce mot, Moab, les Moabites qui furent en guerre et dont le royaume sur le Jourdain fut porté à notre connaissance du fait de la succession des guerres contre les Hébreux et les Égyptiens. Donc c'est un nom qui poétiquement plonge très très loin dans l'histoire de l'humanité. Et donc c'est un texte dont je suis très heureux. Enfin, comment dire ça, ça m'a beaucoup excité de le faire. C'était comme un super mot croisé ou un sudoku, une espèce de jeu comme ça, une espèce de maquette d'avion. Il faut bien, enfin voilà, comme une espèce de construction très agréable à faire. Après, je pense que c'est absolument illisible. Et donc je me suis dit que ça ne pouvait exister que sur scène, dit par des gens de talent, des comédiens. Et donc la Fondation Cartier m'a demandé de monter le spectacle, et nous sommes invités par les Invalides, le musée de la guerre, dans la cour d'honneur et sous le dôme, autour du tableau de Napoléon, c'est quand même pas rien. Et on va dire, mise en musique, Moab, une sélection de certains chants. Et Stéphane, viens, je raconte Moab, ça va t'intéresser. Et donc voilà, ça sera le 29 septembre aux Invalides. Je précise une chose, parce que c'est vrai que j'ai fait ma carrière dans le milieu de l'art, mais quand la première fois que je viens à Paris avec mon père et mon frère, j'ai 13 ans, et je dis à mon père, j'aimerais passer une journée aux Invalides. En fait, c'est le premier musée que j'ai visité. Pour moi, c'est l'arrivée à Paris, les Invalides. Et donc aujourd'hui, je participe à des conseils scientifiques aux Invalides et je monte cet opéra aux Invalides. Donc c'est quelque chose de très émouvant pour moi, cette espèce de... Et ça participe de cette chose bizarre, de ce quiproquo dont je parlais quand je suis convoqué
à l'école de guerre pour donner des cours de littérature aux officiers. Là, c'est un peu pareil, d'être invité comme conseiller scientifique par le musée de la guerre, c'est un peu la même chose. Alors, ce que je voulais dire sur Moab, c'est que ça sera lu par des comédiens de talent, Emmanuel Lafont, qui travaille avec Joris Lacoste, Christophe Brault, qui est un grand comédien, Pascal Quignard, qui va lire 2 des chants, par amitié, et on va voir ce que ça donne. Si c'est bien, en effet, j'aurais très envie de, et j'en parlais avec Nicolas hier, de trouver une forme exponentielle. J'aurais envie peut-être que ça circule autrement, sous d'autres formes. Et puis si c'est pas bien, on arrêtera tout de suite. C'est-à-dire que voilà, on sera très très vite fixé. Mais en tout cas, voilà, Moab, c'est un des fruits tombés de cet arbre qui s'appelle l'Encyclopédie des guerres. Oui. Dernière question, parce qu'effectivement il fait chaud. Je voulais profiter de la présence de Nicolas Borio qui est ici, que vous parliez peut-être justement de la société perpendiculaire, que tu as rapidement évoqué tout à l'heure. Vous avez cofondé ensemble en 1984, c'est ça? 85. Voilà, rapidement, peut-être passer aussi le micro à Nicolas et dire... Alors, bon, alors sous la direction de Nicolas, qui était le leader maximo de la société perpendiculaire, le grand gourou inquisiteur et le chef de la Stasi perpendiculaire. Donc, en fait, pour être honnête, Perpendiculaire a été créé avant 84, il me semble, non? Donc on se rencontre à la fac de Poitiers en 1984, Christophe Duchâtelet, Laurent Quintreau, vous connaissiez déjà du lycée parce qu'eux étaient des Niortais, donc au lycée à Niort, et moi et Christophe Kim, on était de Poitiers. On se rencontre à la fac de Poitiers et crée là la Société Perpendiculaire, qui est une espèce de loge maçonnique tertiaire à cravate, parce qu'on portait tous des cravates à fleurs. Et donc, je sais pas, la définition de perpendiculaire, il faudrait toute la journée pour raconter ce que... Voilà. Moi, ce que je peux dire, et tu te donneras ton avis là-dessus, ce qui était important dans perpendiculaire, c'est que c'est d'abord, on a 17-18 ans, c'est une amitié qui a duré. Il faut préciser que Éric Mangion, à ma gauche, a été initié, membre de la Société Perpendiculaire sur le tard, mais c'était un des seuls qui a intégré... pardon ? Le seul, donc tu es devenu perpendiculaire à l'occasion de l'exposition que tu avais montée à Marseille. Et donc, oui, c'est après coup que moi j'ai fait le lien avec la maçonnerie. Moi, je ne suis pas franc-maçon, mais pour moi c'était quelque chose qui avait à voir avec la franc-maçonnerie. Qu'on est resté très solidaire, même s'il y a eu des fâcheries ou des... Mais qu'en tout cas, dans mon cas, parce que je peux parler que de ça, c'est le premier moment où la passion de l'art me prend. Voilà. Et puis surtout, on écrivait tous, et Nicolas et les autres, ce sont des gens qui... Voilà, on s'est tous donné confiance mutuellement. Il y a eu quelque chose comme ça de très encourageant, de très excitant, de très motivant. Et voilà, c'est une rencontre qui, moi, a changé ma vie. Je devais devenir prof, je vais passer l'agrég, je pense que je me serais suicidé au bout de 6 mois. Et non seulement je ne peux pas me suicider, mais je suis là avec vous. Et c'est l'occasion de remercier Nicolas de nous avoir entraînés dans une histoire aussi belle humainement et intellectuellement. Voilà. Je vois pas ce que je pourrais ajouter à ça, franchement. Ouais. Ou alors on se lance dans 2 heures supplémentaires. Je vous le dis tout de suite. Non, si je peut-être juste une chose, c'est que de l'exposition qui a eu lieu à Marseille en 2002, il y a à peu près 200 mètres carrés en fait, d'une immense tapisserie qui raconte la geste perpendiculaire et que j'ai récupéré en fait le déménagement et elle est à Montpellier. Si jamais. Voilà. Et tu veux dire tu la mets aux enchères? On va voir ce qu'on en fait. Bon, merci. Merci. Alors les livres de Jean-Yves sont ici disponibles à l'achat. Je vais en profiter aussi pour faire signer les miens.